Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. Zarmati couvre les dépassements du pouvoir et projette de renforcer l'hégémonie de la police militaire dans la vie politique. En effet, Zarmati défend bec et ongle le pouvoir répressif et ses dépassements sur les droits des manifestants pacifiques injustement emprisonnés. Le ministre de la Justice a nié que des membres de la police judiciaire affiliés à la police militaire procèdent à des perquisitions au domicile de certains citoyens et cela sans mandat de perquisition du procureur. Ces membres de la police militaire bénéficient de l'immunité et ne sont donc pas justiciables. Zarmati n'a pas cessé de les défendre face aux députés et considère qu'il serait destructeur de croire qu'ils sont coupables de dépassement. Le ministre de la Justice a tellement défendu la cause des services de renseignement qu'il en est arrivé à un point d'adoration. Il a souhaité que cette sacralisation fasse passer la pilule de l'élargissement de leurs prérogatives. Il s'agit là d'une volonté claire du pouvoir réel de remettre en place la mainmise des services de renseignement sur la scène politique et sur les Algériens, comme ce fut le cas quelques années en arrière. Zarmati justifie l'élargissement de leurs prérogatives par les enquêtes menées pour lutter contre les crimes liés à la sécurité de l'État et poursuivre la lutte contre la corruption. Dans les faits, la sécurité de l'État est un élément de langage flou et vague qui a pour le moment été utilisé pour emprisonner des innocents à cause de leurs opinions politiques. Sous prétexte de ne pas séparer l'imam de la société, Belmehdi, le ministre, comme on les appelle les Algériens, le ministre de l'Jumu'ah, le ministre des Affaires religieuses, décrète qu'il est désormais licite d'utiliser la religion à des fins politiques. Le régime est déterminé à utiliser donc tout ce qui est en son pouvoir pour faire passer les présidentielles par n'importe quel moyen, y compris les mosquées. Les mosquées, que ce même pouvoir a empêché d'intervenir dans la vie politique, sont aujourd'hui priées de jouer un rôle politique nationaliste. Le ministre des Affaires religieuses prêche l'intervention des imams et le refus de séparer le discours religieux du discours nationaliste. Belmehdi invite donc les imams à participer activement à l'orientation de la société et à la pousser à avancer dans le processus de construction des institutions du pays. Par avancer dans le processus, il veut dire soutenir les élections de Gaïd Saleh. Et si les imams refusent cet appel, ils tomberont sous le coup de la loi, comme l'a déjà promis le chef de l'état-major dans plusieurs discours. Cette alliance du discours religieux et du discours nationaliste, selon Belmehdi, a pour but d'éveiller les consciences pour dépasser cette crise. Il est demandé aux imams d'être impliqués dans ce processus politique en toute logique, la même logique qui leur a demandé de se retirer de la vie politique. Mais après tout, la fin justifie les moyens et tous les chemins mènent au 12 décembre. Revenons donc au présidentiel de Gaïd Saleh. Nous avons pu voir cette semaine des candidats en campagne avant l'heure. L'occasion de se racheter une virginité politique depuis longtemps, sérieusement entamée. Les 5 se lancent dans une mission de reconquête des Algériens. Ils se présentent sous un nouveau jour, tout à fait l'inverse de l'image que les Algériens se font d'eux. Une image caricaturale d'eux-mêmes, un scénario bâclé où les comédiens ne sont même pas capables de jouer leur rôle. Les présidentielles de Gaïd Saleh mettent en scène des sinistres personnages. Et vu comme c'est parti, cela laisse présager pire dans les semaines à venir. Il paraît difficile de voir les Algériens s'intéresser à une opération électorale qu'ils refusent sous l'ombre d'un doute. Comment serait-ce possible de suivre les débats et les interventions de candidats considérés comme des clowns dans le meilleur des cas, des justiciables dans le pire? Les bouffons du roi se contenteront d'amuser la galerie dans des salles cloisonnées, dans une compagnie cloisonnée, dans le but de faire triompher des élections cloisonnées. En réalité, tout ça n'est qu'une sinistre histoire de cloisonnement qui essaie d'imposer un régime en fin de vie à un peuple qui vit déjà à l'heure du futur.
Algérie, un peuple à l'heure du futur. Et le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, comme d'habitude, des invités ici sur le plateau et par téléphone. Ici avec moi, avec nous, donc Amirouche Bakouri, maître Amirouche Bakouri, avocat et défenseur des droits de l'homme. Amirouche Bakouri, bonsoir. Azoul Marhababik. Bonsoir Zoul Flaoun, merci pour l'invitation. Avec nous aussi Karim Naïtou Slimane, militant politique. Marhababik Karim. Bonsoir Hussein, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les invités, à tous les téléspectateurs. Et bien sûr, avec nous pour la première fois, une militante politique, militante pour la démocratie, Katia Menasria. Katia, bonsoir. Marhababik. Azoul, bonsoir pour tout le monde et merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Comme ça. Par téléphone, on aura Adel Djebbar, observateur politique. Monsieur Djebbar, par Skype, on me dit bonsoir, marhaba bik. Salam alaikum, bonsoir à vous tous, à tous vos invités sur le peuple algérien. Merci, marhaba bikoum tous. On va commencer par vous, maître Amirouche Bakouri. On ne peut que commencer par nos détenus. Tous les Algériens aujourd'hui ont les yeux rivés sur le tribunal Sidi Mohamed. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-bas? Combien de détenus? Quelles sont les nouvelles? Alors, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ce n'est pas le dossier des 42 détenus. Ce n'est pas l'affaire des 42 détenus. Alors, hier, on a parlé de 32, aujourd'hui, c'est 42. Est-ce que c'est possible de nous expliquer d'abord tout ça? D'après mes confrères sur place, oui. Aujourd'hui, il y a 42 prévenus qui vont passer devant le juge Sidi Mohamed. Donc, c'est le procès de 42 détenus. Dispersés, ou bien, si vous voulez, séparés sur 7 dossiers. D'après mes confrères, chaque dossier contient 7-8 prévenus. Là, à l'heure où on se parle, on est à 22, 23 prévenus qui sont déjà passés devant le juge. Est-ce que le verdict sera pour aujourd'hui ou bien pour la semaine prochaine? Oui. Ça, on ne peut pas le savoir, d'après certains confrères. Et les accusations, est-ce que sont les mêmes? La plupart des accusations, c'est l'atteinte à chef d'inculpation ou oui. La qualification, c'est atteinte à l'unité, à l'intégrité du territoire national. Donc, pour port de l'emblème amazigh. Oui. Tous les 42. En majorité. Par contre, il y a ce qu'on poursuit pour atteinte à l'intérêt national. On prend comme exemple Qui consiste en quoi? Oui. Par exemple, Yasmine Nour Houda, oui. L'étudiante de 22 ans, elle et même sa camarade aussi qui n'est pas détenue, j'ai oublié son nom, elles sont poursuivies pour atteinte à l'intérêt national. C'est-à-dire que, par exemple, là on peut le dire, l'instruction est finie. Qu'est-ce qu'on reproche à Yasmine? C'est lors de la 30e marche des étudiants, on l'a interpellée au niveau du métro d'Alger alors qu'elle se préparait à rejoindre la marche des étudiants, de ses camarades. Quand on a fouillé, on a trouvé chez elle une pancarte. Et la pancarte, c'était écrit en arabe يجب محاربة متابعة الإطارات الفاسدة. Donc il faut poursuivre les cadres corrompus. À cause de cette pancarte, on a considéré que Yasmine, avec cet acte, avec cette pancarte, porte atteinte à l'intérêt national. Donc pour que vous puissiez un petit peu imaginer, ça fait 2 mois qu'elle est sous mandat de dépôt cette petite étudiante. Ça prête vraiment un sourire, mais bon, continuez. Oui. Ça fait qu'il y a 42 prévenus. Et vous m'avez coupé tout à l'heure. Moi, je vous le dis, ce procès, ce n'est pas le procès d'Yasmine ou de Msoussi ou de Pacha. Non. C'est le procès de la liberté contre le pouvoir despotique. Bravo, oui. On va le dire. Ce n'est pas le procès de ces 42 jeunes. Non, c'est le procès de la liberté. On a la mainmise du pouvoir politico-financier sur la liberté, sur le rêve des Algériens pour le changement. Donc aujourd'hui, c'est l'Algérie contre ses anciens démons. C'est ça le procès d'aujourd'hui. Au niveau ce n'est pas un procès juridique où on va appliquer le droit. Il est purement politique. Et il est purement politique. Ces jeunes-là sont là-bas parce que les politiciens le veulent. Parce que les politiciens ne veulent pas d'un changement. Et ils les utilisent. Maintenant, on peut le dire. Oui. On peut le dire en toute assurance. Il n'y a pas que moi qui le dis. Oui. Ça ne fait pas une semaine.
les juges, le président du syndicat des magistrats l'a si bien dit. Il n'y a pas de justice indépendante. En Algérie, La oui. justice est entre les mains d'un pouvoir politique, d'hommes d'affaires, d'intérêts obscurs qui ne veulent pas de changement en Algérie. Donc ça, pour le commencement. Voilà. Katia Menasria, il n'y a pas d'indépendance de justice donc en Algérie? Oui, et ça, je pense que ça devient assez clair et pour le peuple. Aujourd'hui, la population, elle demande un changement radical du système parce que ni la justice, on n'a pas la liberté d'expression, on n'a pas la liberté de brandir un drapeau qui présente notre identité. Brandir un drapeau amazigh, on ne veut pas dire que je veux diviser l'Algérie. Ouais. Il veut juste dire que je suis kabyle et je défends ma patrie qui est l'Algérie. Ouais. Donc aujourd'hui, la justice, on le voit par rapport à l'événement des magistrats qui est passé récemment et tout, qu'ils ne sont pas indépendants. Et eux-mêmes, ils ont déclaré ça. On demande une justice indépendante. Je rappelle juste que le drapeau ou l'emblème berbère a été donc porté par tout le monde, hein, pas que par les Kabyles. Oui. Parce que quand on prend le Ftissi par exemple, il vient de Constantine ou d'Annaba. Oui, continuez. Oui. Et personnellement, j'ai des amis qui ne sont pas kabyles et qui portent le drapeau. C'est juste pour dire qu'on est, on est solidaire avec voilà. les Kabyles Oui. qui portent le drapeau, qui sont aujourd'hui aux prisons. Et surtout, je pense qu'il n'y a aucune loi qui punit ou qui interdise de porter un drapeau d'une identité. Voilà. Karim Natou Slimane. Je pense que ce procès intervient à un moment charnière, à un moment très important qui vient tout de suite après la très brève et un peu humoristique révolte des juges qui ont eux-mêmes un peu désavoué leurs propres fonctions. Hein. Et donc, actuellement, ce procès-là, moi je le vois plus que le procès de la liberté d'expression, mais c'est le procès de la justice elle-même. Vous voyez, c'est la justice qui se donne au spectacle, c'est la justice maintenant qui, je dirais que les juges actuellement ont une occasion, hein, peut-être de sauver ce qu'ils peuvent sauver, hein, ce qui reste peut-être de cette justice algérienne, que tout le monde, même les élèves du primaire maintenant, savent qu'on n'a pas d'indépendance des institutions et que les pouvoirs ne sont pas équilibrés et encore moins indépendants, et la justice n'a aucune indépendance. Donc là, avec ce procès, on va voir comment ça va se dérouler. Ça arrive à un moment où il y a une très forte tension sociale, il y a le doute, il y a beaucoup d'interrogations, les gens s'interrogent par exemple déjà sur le devenir du Hirak, c'est-à-dire tout le monde parle maintenant de l'escalade pacifique, de Tas'id, c'est-à-dire les gens s'interrogent et se demandent est-ce que c'est vraiment le moment de faire une grande escalade pacifique? Est-ce que c'est le moment de passer à l'étape suivante? Comment on va faire pour faire face aux élections que le régime est en train d'imposer? Et ce procès-là arrive à ce moment charnière, c'est-à-dire, dans tous les cas, je pense que les juges maintenant ont une occasion de calmer un peu les esprits, de sauver ce qu'ils peuvent sauver, parce que la justice doit être revue complètement. Mais comme disait le maître, en tout cas, c'est un procès purement politique. Absolument. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. On ne s'interroge même pas sur ça. C'est un procès politique. Les chefs d'accusation sont tout simplement ridicules. Hein. On ne peut pas les qualifier autrement. Ridicules. Hein. On ne peut pas menacer l'intérêt d'un pays, de l'Algérie, avec une pancarte sur laquelle c'est écrit encore ce qui est écrit dessus, c'est il faut juger. Voilà. Voilà. Gaïd Salah, Yasmine l'a écrit dans une pancarte. Absolument. Gaïd Salah le dit qu'il faut combattre la corruption. Oui, Yasmine l'a écrit. Donc voilà, c'est aberrant. Elle se retrouve quand même. Elle se retrouve en prison. Karim, sinon, quelle lecture donnerez-vous politique, hein, je veux dire, justement à cette position du peuple algérien aujourd'hui, ou au génie du peuple algérien, qui ne réclame pas l'indépendance de la justice auprès du gouvernement ou du pouvoir, mais auprès des juges, justement? Mais justement, parce que le peuple, il a compris déjà que personne n'est légitime. Que personne n'est légitime, ça c'est d'un côté. Oui. Et aussi, il a compris aussi cette relation un peu, relation étrange entre les juges et leurs ministres. On les a vus un peu se chamailler, se disputer en direct, et après régler, en l'espace de 24 heures ou 48 heures, régler leurs différends d'une manière un peu, on va dire, obscène, parce qu'ils ont quand même
arrêter tous leurs mouvements. Contre quoi? Contre 70% d'augmentation avec un arriéré de 2 ans. Donc pour une question tout simplement pécuniaire. Hein. Donc une justice qui est fondée sur ces principes-là n'a pas valeur face au peuple. Et là, le peuple, ce qu'il fait maintenant, à mon avis, hein, c'est que les Algériens ont compris non seulement qu'ils sont face à un régime qui n'est pas légitime, il est complètement illégitime, mais aussi à des institutions transparentes, inexistantes, qui sont des... Ce n'est pas ce que disent Armati, on va l'écouter tout à l'heure. Qui sont des coquilles vides, mais leur discours est détaché de la réalité. C'est un discours surréaliste. Donc là, le véritable juge actuellement en Algérie, c'est le peuple. C'est le peuple. Et c'est la justice elle-même et ces juges qui vont être jugés devant l'histoire et devant le peuple. On va demander ça à M. Adel Djebbar qui est avec nous. Adel Djebbar, est-ce que ce procès donc, des détenus d'aujourd'hui est un premier test pour les juges après leur grève? Je ne pense franchement pas. Je pense que sous une dictature, il n'y a pas de justice. Ça, c'est définitivement clair. Il faut admettre aussi un autre constat que nous vivons lamentablement depuis 1962, c'est que le contrôle des champs politiques, médiatiques et judiciaires relève des moukhabarat algériens. Tant que tout le monde est inféodé à cet état profond, on ne peut pas parler de justice. Maintenant, pour les détenus, je ne les considère pas comme tels, je les considère comme étant des otages. C'est des gens qui ont été kidnappés par des services de renseignement en civil, et puis ils ont été incarcérés. Ce qui est paradoxal et étrange, quoique cela ne me surprenne pas du tout. Parce que c'est ça la dictature, c'est ça la matrice de la dictature, et sa philosophie, et sa manière de voir et de penser. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'accuser ces gens-là avec des accusations complètement farfelues. Elles sont contraires à la loi, elles sont anticonstitutionnelles, et on est en train de leur porter des accusations qui les pousseraient à la guillotine ou à l'échafaud, ou à la prison à vie. Quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, à l'atteinte au moral de l'ANP, c'est extrêmement grave comme accusation, alors que des bandits, des gens qui ont ruiné ce pays-là, des malfrats, des escrocs, des traîtres à la nation qui sont actuellement à l'Harash, et dont 90% est encore dehors, ils ont été accusés de quoi? Ils ont été accusés d'abus de pouvoir, pissement de je ne sais pas trop quoi, etc. Mais c'est le monde à l'envers. Mais la dictature est ainsi faite. Pour faire très court, je dirais que ces jeunes-là, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils risquent 20 ans. De par la loi, de par la Constitution, de la part de leur engagement politique, de la part de la liberté d'expression qui ne cesse jamais de nous mettre dans les oreilles et de la rabâcher, dans nous mettre dans les oreilles, qui ne respectent pas du tout. Ils sont dans leur droit de dire ce qu'ils veulent, de s'exprimer comme ils veulent. Ils sont libres, ces gens-là. Pourquoi on va imposer à des jeunes qui ont une identité à laquelle ils croient? Il n'a pas fait exprès de naître kabyle ou hindou ou pakistanais. Il est né comme ça. Sa langue maternelle est le berbère, il le parle. Son identité est amazigh, c'est son plein droit. Pourquoi on fait en sorte de vouloir faire... nous allons... Monsieur Adel Djebbar, c'est pour ça, Monsieur Adel Djebbar, excusez-moi, mais c'est pour ça que notre maître qui est présent ici dit justement que le procès est purement politique. Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès inique. Il n'a pas le droit d'exister, ce genre de procès. Quand vous prenez des otages et vous allez les enfermer et vous leur confectionnez un dossier qui est contraire à tout le code de procédure pénale. Il n'y a rien, il n'y a pas un article, je ne suis pas juriste, le maître qui est sur le plateau est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler, mais je ne pense pas qu'il puisse exister un article de la loi qui va être incriminant pour ces Algériens. C'est de la démence, c'est de la folie. C'est pour ça qu'on dit que il a fallu qu'il y ait un discours de quelqu'un qui est illégitime pour dire je ne veux plus voir de drapeau amazigh pour qu'une armada de flics à sa disposition puisse commencer à menacer, à arrêter des gens. C'est de la folie. Surtout que des détenus donc, algériens aussi emprisonnés un peu partout en Algérie ont été relâchés pour le même... oui. Encore une fois,
ça prouve que c'est une justice à plusieurs vitesses. Oui. C'est au bon désirata du juge. Puis ça n'obéit à absolument aucune loi. Si la loi était pratiquée de façon équitable et juste pour tout le monde, on n'en serait pas là. Malheureusement, pour faire très court aussi, pour revenir sur les magistrats, moi j'avais suivi ce matin une partie de nos frères et sœurs qui étaient devant le tribunal de Abban et qui étaient en train de manifester pour réclamer la liberté inconditionnelle de ces otages-là. Monsieur Adel Jabbar, pourquoi le régime aujourd'hui, qui, on le sait tous, acculé, rejeté par la rue, par le peuple algérien, pourquoi n'essaie pas de gagner la sympathie justement de ce peuple en allant vers des mesures d'apaisement, en relâchant ses détenus tout simplement? Ils ne peuvent pas. L'homme qui est en train de gérer, de contrôler, de gouverner indûment l'Algérie est un militaire. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai fait l'armée, j'ai fait 36 mois l'armée. C'est pas que je voulais rester, pas retenu de force. Il y avait des événements à l'époque qui faisaient que je suis resté de force encore. Ce monsieur-là est comme l'adjudant de compagnie. Il se lève le matin, il commence à insulter les soldats, il commence à les réprimer, à les pousser à la corvée, parce que dans sa petite tête, qu'est-ce qu'il dit? Ils mangent gratuitement, ils dorment gratuitement, ils sont protégés, ils ont des armes, ils ont des salaires. J'ai le droit de les insulter. Ce monsieur-là est dans une logique de caserne. Pour lui, l'Algérie est une caserne. La preuve, c'est qu'il ne nous a jamais dit bonjour quand il s'adresse à nous. C'est pour nous manquer de respect, pour nous insulter, pour nous dire « moi ou le déluge ». Ça ne passera plus comme ça. Merci Adel Jabbar. Restez avec nous, Adel Jabbar. On va regarder cette vidéo justement de Zarmati, donc le ministre de l'Injustice. Et on continue. مؤسسات تاع الدولة يجب تقديسها. يجب تقديس مؤسسات الدولة. الدولة سي كوا الدولة؟ سي كوا ليتا؟ سي كوا ليتا؟ سي لونسومبل دانستيتيوسيون. الدولة هي عبارة عن مجموعة مؤسسات. ما كاينش حاجة أخرى. نتفلسفوا نعطوا تعاريف ونعطوا كذا ونعطوا كذا، ولكن نرجعوا للأساس. وشنو هو؟ الهيكل تاع الدولة سي كوا؟ المؤسسات. المؤسسات. بين عشية وضحاها تصبح هذه المؤسسة غير صالحة. بين عشية وضحاها تصبح هذه المؤسسة غير مجدية. Sur la base de quoi? Est-ce qu'il y a un bilan d'évaluation? ما كانش. ما كانش. ونجوا بهذه السهولة بهذه البساطة بجرة قلم نمحو ما هي قادرة على إنجازه. شيء خطير جدا. شيء خطير جدا. مصالح العسكري الأمن، ضباط الشرطة القضائية، مصالح العسكري الأمن هم ضباط الشرطة القضائية. ما همش ضباط الشرطة القضائية ناقصي الأهلية، ناقصي الصلاحيات. Ce sont des OPJ. C'est une institution algérienne de laquelle il faut être fier. مؤسسة تاعنا ونحن فخورين بها. التاريخ يشهد المؤسسة في بناء الدولة الجزائرية. اللي حب حب واللي كره كره. التاريخ يشهد. بنينا مجدنا في السبعينات وفي الثمانينات grâce à cette institution. المجد تاعنا على l'échelle internationale تبنى. Et oui, de la démagogie. Maître Pakouri, un mot par rapport à ces déclarations. Par rapport à ce qui vient de dire Monsieur le ministre, oui. Je suis bouche bée. Alors, quand il parle justement des prérogatives des services militaires de sécurité en matière de police judiciaire, ne diffèrent en rien de celles attribuées à la police et à la gendarmerie. On parle de quoi? Moi, je ne sais pas de quel ennemi il parle. J'ai l'impression qu'il est en train de s'adresser à des ennemis de la nation, de l'intérieur, quand il dit que... Comme tout le monde, oui. Il faut sacraliser les... Je vais essayer d'interpréter, il faut sacraliser les institutions de l'État. Et son retour aux années 70-80, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Il n'y a aucun Algérien qui ne veut pas avoir des institutions fortes dans son pays, en Algérie. Tous les Algériens sont avec les institutions, avec ces institutions. Le peuple est avec ces institutions. Qu'est-ce qu'on demande, nous? C'est un changement. C'est un changement
où on va permettre à ces institutions de faire leur travail convenablement. C'est-à-dire que pour avoir un respect de ces institutions, ou bien pour qu'elles fassent leur travail, il faut d'abord respecter, sacraliser ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. D'ailleurs, il est en train de traduire à chaque fois en français. Donc c'est un bon francophone. Donc je pense qu'il a lu Jean-Jacques Rousseau, aller-retour. Ouais. Monsieur Zahmati, je suis sûr que si on lui demande de nous faire un résumé sur Jean-Jacques Rousseau et l'esprit des lois, il va être l'un des meilleurs. Donc, ce que je suis en train de dire, avant, oui, on est avec les institutions algériennes. On n'est pas contre nos services secrets. D'abord, les services secrets et l'enseignement, ils doivent travailler pour l'intérêt de notre pays et pour l'intérêt de l'Algérie. Personne n'a dit le contraire. Mais là... Est-ce que ces services, justement, doivent piétiner la Constitution et aller chercher des gens comme ça, sans perquisition, sans mandat, sans rien? Je crois qu'il n'a pas dit ça. Je crois qu'il a expliqué dans un... Oui, mais après, dans la suite, c'est ce qu'il dit, en tout cas. Il explique. Maintenant, on est devant ce que essaie de nous dire le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui. Il essaie de nous dire que, à partir de cette, on va dire, de cette révision du Code de procédure pénale, on va attribuer les prérogatives de la police judiciaire à la sécurité, au service, à la sécurité militaire, on va dire. Oui. C'est-à-dire au service de renseignement militaire. C'est-à-dire avant ces services, ils avaient la police judiciaire. Après autant de Bouteflika, je crois, dans les années 2012-2013, on leur a enlevé les prérogatives de police judiciaire. Oui. Et en mars 2019, on leur a redonné les prérogatives de police judiciaire. Parce que Gaïd Salah a tout récupéré. Juste pour des crimes qui peuvent être qualifiés d'atteinte à la sûreté de l'État. Là, ce qu'essaie de nous dire le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il dit que je vais élargir les prérogatives de cette institution. C'est-à-dire qu'ils peuvent également ouvrir des enquêtes pour des faits de corruption, de détournement. Certes, on peut dire que c'est une stratégie. Mais au lieu de... Pourquoi ils ne renforcent pas justement et nettement les prérogatives des services police judiciaires qu'on a actuellement entre les mains, la police et la gendarmerie? Maintenant, je peux dire peut-être qu'ils ont d'autres informations, une autre stratégie. Oui. On doit renforcer les services de renseignement. On va leur donner la police judiciaire. Mais si on leur donne la police judiciaire, ils sont soumis au Code de procédure pénale. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans une maison. Non, ils doivent avoir un mandat de perquisition. C'est ce qu'il a nié, lui, dans sa déclaration. Non, il y a une autre déclaration où il dit qu'ils ne peuvent pas bouger sans l'autorisation du procureur de la République. Oui, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et justement, c'est ça que je sais de dire. Il faut sacraliser aussi la séparation du pouvoir. Que vaut un procureur de la République actuellement en Algérie? Est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs? Quand on dit que l'indépendance de la justice est inexistante, ce procureur, il ne peut pas jouir de son pouvoir pleinement. C'est ça. Le procureur de la République est soumis aux ordres du ministre de la Justice. Ce dernier est aussi un ministre d'un pouvoir exécutif. Ça, c'est un. Deux, comment expliquer, c'est-à-dire on élargit les prérogatives de la police judiciaire, des officiers du renseignement, de la sécurité militaire, et en même temps, on ne parle pas du droit à la défense. Comment on peut avoir un véritable état de droit ou une véritable institution judiciaire? On élargit les policiers, les officiers de la police, je suis d'accord. Mais pourquoi? Puisqu'on y est, M. Zahmati parle d'un changement. Je demande en tant qu'avocat aussi qu'on puisse permettre aux avocats d'assister les détenus, les clients, lors des auditions. Pourquoi on fait... La Tunisie, c'est à côté, ils le font depuis 2016. La France, ils le font. La majorité des pays démocratiques ou développés, comme on voit de démocratie, font dans leur code de procédure pénale que l'avocat puisse assister ses clients devant la police judiciaire. Là, d'un coup, on élargit
les prérogatives de la police Et pour le placement de garde en vue aussi, on en a parlé aussi, les gardes à vue. La garde à vue, la garde à vue en Algérie, c'est une période... C'est toujours, il est dans le topic. 48 heures, pardon. Oui. 48 Oui. heures. 48 heures, mais avec aussi l'aval du procureur de la République. C'est-à-dire là, c'est beau ce qu'il est en train de dire. Il faut sacraliser les institutions de l'État. Mais je dis aussi, il faut sacraliser la séparation des pouvoirs. Absolument. Si vous voulez qu'un procureur dirige effectivement un service d'enquête au niveau de la sécurité militaire, il faut une véritable séparation des pouvoirs. Là, actuellement, ce n'est pas possible en Algérie. On ne va pas combattre la corruption. C'est quoi la séparation des pouvoirs? C'est un garde-fou contre des individus qui essayent d'outrepasser leurs prérogatives. Supposons qu'on a le prochain commandant, je ne sais pas moi, de ces mêmes services, est un corrompu. Il y a combien de généraux qui sont en prison là maintenant? Il faut un garde-fou qui peut les arrêter, ces gens-là. Il faut que le procureur de Sidi Mohamed puisse intenter un procès contre ces gens sans attendre l'aval du ministre ou d'un général. Donc c'est ça. On essaye de colmater les brèches sans revoir le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'en Algérie, monsieur le garde des Sceaux, monsieur Zarmati, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et je vais le dire en français, c'est un bon francophone. D'ailleurs, il maîtrise le français, c'est mieux que l'ouh. Lui, il parlait rarement dans le français. Il parlait rarement, il ne maîtrisait rien du tout. Oui. Au moins, avec Zarmati, on a la largesse d'un ministre qui parle en arabe et qui traduit en français. C'est un ministre qui ne va pas rester avec Tebboune alors. Peut-être qu'il va rester. Apparemment, Tebboune, on nous dit qu'il n'aime pas le français. Non, il va rester. C'est un monsieur qui va rester. Il va rester au sein du pouvoir. Parce que ce monsieur, il est en train de faire un travail qui consiste en quoi? Il est en train d'élargir les prérogatives des services de renseignement. C'est-à-dire maintenant, quand il dit élargir. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a Gaël Salah qui est derrière, qui lui souffle des idées dans l'oreille? C'est tout simplement. Non, je ne sais pas ce que vous essayez de... On est aux portes d'un régime vraiment totalitaire, je vous assure. Comme Soul King le dit, si le scénario se répète, on sera acteur de la perte. Oui, sauf que le scénario se répète depuis 62 maintenant. Non, là, il se répète beaucoup Maître, plus. on sait très bien que tout ce que ce ministre est en train de dire ne se pratique pas réellement, en vrai, dans le réel. Oui. Personne ne va respecter tout ça. Non, c'est pas personne va. C'est ça le danger. Oui. Là, il est en train de nous dire que s'il y a un blogueur, un militant des droits de l'homme, n'importe quel opposant, s'il ose critiquer ce pouvoir à partir du 12 décembre, je vais vous expliquer. Maintenant, c'est quoi la procédure? S'il y a un militant, un blogueur, un politicien qui critique Karim ce Slimane. Karim, il décide après le 12 décembre de critiquer ce prochain président, sa politique. Alors, ce code de procédure pénale stipule, avec cette nouvelle loi, cette nouvelle procédure, que les services de renseignement de Bnaknoun ou de Brimsous, les officiers de police judiciaire, peuvent ouvrir une enquête contre lui. Avant, non. Avant, c'était juste atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, c'est tous les crimes qui existent dans le code pénal algérien donnent à l'officier des renseignements le pouvoir de vous convoquer, de vous mettre en garde à vue et de vous présenter devant un procureur. Karim Slimane, donc vous avez le procureur, la police et maintenant le DRS. Ah bah oui, c'est la totale. Déjà, pour Zarmati, il faut dire que c'est un tartuffe, c'est-à-dire c'est un imposteur, kedab, munafiq bil arabia. Pourquoi? Parce que quand il parle de sacralisation de l'institution, des institutions, par exemple, on lui demande qui a envoyé la gendarmerie profaner un palais de justice. Qui les a envoyés? C'est-à-dire qui a profané justement cette institution sacrée? C'est bien lui, c'est lui qui a donné les ordres. D'un autre côté aussi... Et comment beaucoup de détenus justement se font arrêter? Ben oui, mais les là par contre, chez il y a quelque chose. Excusez-moi, mais il y a quelque chose. Laissez-le finir, maître. Non, je suis là, je suis présent. Dire d'un ministre que c'est un munafiq kdab,
je ne peux pas accepter ça. C'est un politicien. Il C'est fait un sa imposteur, politique. Maître, monsieur. vous avez- Imposteur, C'est je ne un pense imposteur. pas. Maître, C'est s'il un vous plaît, imposteur. s'il vous plaît. Non, Vous je avez peux parlé, pas. vous avez parlé, Je on peux lui pas donne la accepter parole. ça, quand Oui, même. après, vous allez répondre. Après, c'est son avis, On ne va pas rentrer dans leur jeu. vous Eux, ils pouvez nous pas traitent de l'accepter. Cherdima. Je vous demande pas de le dire. On peut dire d'un ministre qui ne respecte pas le droit, mais dire Mounafar Kedab. Maître, je vous donnerai la Je parole, ne peux promis. pas être d'accord, Oui, être présent et ne pas m'opposer à ça. Mais D'accord, c'est son mais- avis, d'accord, on doit le respecter. Je ne sais pas, peut-être qu'il est convaincu de ce qu'il dit. On vous redonnera la parole. Oui, d'accord. Promis. Oui, Kesh. J'allais parler de la police politique, mais apparemment, je ne savais pas qu'il y avait une police linguistique aussi. C'est triste de voir. Ah ben oui, c'est le Non, cas non, de le dire. Oui, oui, Ah non, allez-y, non, allez-y. vous êtes en train de Allez. me dire ce que je dois dire, ce que je Maître, peux s'il dire, vous ce que je ne plaît. peux pas dire. Ben écoutez, moi je peux dire tout ce que je veux. Ok. Après, c'est votre avis d'être d'accord ou pas d'accord, mais ne me coupez Moi, pas la parole moi, de cette je le manière. dis, je suis Laissez-moi pas finir. d'accord avec Maître, vous. s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Maître, s'il vous plaît. Vous avez dit que déjà, sur le papier, le discours de M. Zermati est beau sur le papier, vous l'avez dit. Pour moi, un lecteur d'un maître, vous êtes dans le domaine, vous deviez normalement vous rendre compte que ça n'est pas beau, c'est loin d'être beau, même sur le papier. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement dangereux, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que Zermati est en train d'officialiser, de normaliser la police politique. Il est en train de la rendre légitime, Exact. officielle. Il est Comme en il y train a de lui quelques donner années. un statut. Voilà. Il lui est en train de lui donner un statut reconnu. Alors que dans les pays soit démocratiques, soit on voit démocratisation, la police politique ne devrait pas exister. Et d'ailleurs, tous les experts et les analystes en politique, monsieur, s'entendent bien que pour faire une véritable transition politique, on devrait d'abord supprimer ce service. Lui-même, ce service doit être supprimé. Pourquoi? Parce que les services de renseignement ne doivent pas s'impliquer dans la vie civile. Sinon, Alors, pourquoi on aurait la police, par exemple? Karim El Pourquoi Dépire on aurait et la Karim, police Karim, j'ai Ouais. mieux pour vous, parce qu'il dit, soulignons que les services militaires de sécurité sont une institution étatique dont il faut être fier. Voilà, il faut être fier. Alors que, voilà, c'est ce que je dis, il est en train de normaliser, c'est extrêmement dangereux. Et normalement, vous, puisque vous êtes dans le domaine, vous devriez dénoncer ce point. Et c'est pour cela que moi, je dis que c'est un tartuffe, c'est un imposteur. Pourquoi? Parce qu'il parle d'une chose et il fait son contraire. Il dit les institutions doivent être sacralisées, alors que lui, il envoie sa gendarmerie profaner un palais de justice et tabasser en direct des juges en tenue et en fonction, monsieur. C'est pour ça que moi je dis, c'est un tartuffe, c'est un imposteur. C'est-à-dire, il dit ce qu'il ne fait pas et il fait le contraire de ce qu'il dit. Donc, j'ai bien le droit de le dire. Quant à la question, quant à la lecture politique de son discours, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement dangereux. Il est en train de normaliser la police politique. Il est en train de lui donner un rôle institutionnel, normal, c'est-à-dire, on vient d'arriver à l'état, ce qu'on appelle, vous savez, en sociologie, ça a été travaillé il y a 20-30 ans. On est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'état de surveillance. Oui. C'est-à-dire l'état où la fonction, où les institutions ne sont pas là pour servir le citoyen, ne sont pas là à son service, mais elles sont là pour le surveiller, le punir. Et d'ailleurs, il y a un livre très important que je vous conseille de lire de Foucault, ça s'appelle « Surveiller et punir ». Le vouloir du pouvoir de surveiller, oui. Sinon, Katia, dans le même siège. Moi, de ce que j'ai entendu de M. Zermati, c'est que dorénavant, on n'aura plus la liberté de dire que ça ne nous arrange pas ce qui se passe, de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on veut un changement. Parce que pour eux, on veut un changement, ça veut dire qu'on veut ou qu'on attaque ou qu'on se combat contre les institutions de l'État. Alors que ce n'est pas le cas. Oui, on respecte toutes les institutions de l'État. Et quand il dit l'histoire retiendra le rôle donc, des services de sécurité, donc du DRS, dans l'édification de l'État algérien. On respecte leur rôle. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on n'est pas en train de nier l'histoire de ces institutions. On est en train juste de demander la séparation des pouvoirs, que chacun fait sa mission et qui ne rentre pas dans la mission d'un autre. On veut, quand on dit Madaniya, Machi Askaria, ça veut un état civil et non militaire, oui. Ça ne veut pas dire qu'on attaque à l'institution militaire. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas avec le Gaïd, ça ne veut pas dire qu'on attaque à toute l'institution militaire. On respecte l'institution militaire, mais qu'elle fasse sa mission, son rôle, qu'elle exerce son rôle, qu'elle ne rentre pas dans la politique.
ni dans l'état civil. On veut un état civil où on a nos droits de dire ce qu'on veut, on veut un changement, on veut de nouvelles perspectives au futur. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donc lui, il parle comme si on est les ennemis de cette nation. Alors qu'on est c'est le discours habituel du régime. C'est habituel. C'est toujours comme ça. Vous êtes des ennemis, l'Aïsaba, quand il s'adresse, il s'adresse à qui? Psychologie. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à la population. Aujourd'hui, c'est la majorité de la population qui est en train de dire qu'on ne veut pas ça, qu'on veut un changement. Donc si ces institutions ne respectent pas la volonté de cette population, comment vous voulez que cette population va respecter ces institutions? Voilà, ça va dans les deux sens. Donc eux, ils sont en train d'attaquer cette population. C'est normal qu'ils sont en train, en défensive. Voilà, on est contre, mais ça ne veut pas dire qu'on nie l'histoire. On connaît bien notre histoire. Et d'ailleurs, c'est eux qui la nient apparemment. Ouais. On connaît bien l'histoire. On veut juste un changement. Vous voulez rajouter quelque chose, Maître? Sinon, je donne la parole à Adel Jabbar parce qu'il doit lui aussi intervenir dans ce dossier. Adel Jabbar. Oui. Alors, quand il dit, monsieur... Pour répondre à monsieur Zormati, ou la Zormati, je ne sais pas comment il s'appelle, je trouve que son discours est extrêmement dangereux. Oui. Il est en train de militariser. Il nous rend service, en réalité, en nous disant, ne vous inquiétez plus, le pouvoir est un pouvoir militaire. Donc, il est en train de donner un habillage politique à une police politique qui ne devrait pas exister. Nous avons vécu sous une dictature, sous Boumediene, sous Chadli Bejdid, les gens du DRS de l'époque ou de l'ASM de l'époque n'étaient pas aussi exposés et exposants comme ils le font. Ce monsieur-là est en train de nous berner, de nous raconter des histoires pour nous dire ils n'ont pas le droit, ils sont tenus de passer par un procureur. Ce même procureur obéit. Oui, absolument, oui. Donné par un petit agent du DRS. Cela est clair. La justice n'a jamais été indépendante. Nous savons tous que pour être magistrat, pour avoir un poste électif, pour être désigné à des fonctions supérieures, vous devez passer par le filtre de la police politique. Ce que le peuple algérien est en train de demander, d'exiger, c'est la dissolution de cette police politique et l'avènement d'une véritable démocratie. Maintenant, pour remettre les choses en place, on est en train de déformer beaucoup de choses en Algérie parce que nous avons été contaminés par un discours dictatorial. On est en train de donner des attributs à une armée pour en faire quelque chose de sacré. L'armée n'est pas une institution, c'est un organe de sécurité. Au même titre que la police. Monsieur Adel Jabbar, sinon quand il déclare remettre en cause l'efficacité de juge revient à discréditer l'institution dans sa globalité. Est-ce qu'il n'est pas en train d'insulter tout le peuple algérien aujourd'hui? Tout le peuple est en train de dire que le juge marche au téléphone, au talkie-walkie même. Mais cela n'est pas une nouveauté pour nous. Pour le peuple, cette vérité-là, nous la connaissons depuis 57 ans. Nous savons que la justice algérienne est un appareil de répression aux mains des véritables décideurs, en l'occurrence et en substance, les services de renseignement algériens. Moi, je suis à 50 km de la première puissance au monde. Ils ont des dizaines de services de renseignement. Ici au Canada, nous avons le SRC, qui est l'équivalent du DRS. Nous avons la Gendarmerie royale du Canada, qui a son département d'espionnage. Nous avons la police judiciaire, etc. Mais ils ne sont jamais venus embêter un citoyen. Vous vous mettez en short, à moins 30 degrés, des gens ne viennent pas vous ramasser. Ce type-là est en train de nous raconter des histoires. Pas plus tard que ce matin, je lisais, et Dieu merci, avec la technologie aujourd'hui, nous sommes en live par rapport aux événements malheureux qui se déroulent dans notre pays. Il ne peut pas nous raconter ces histoires, lui ou quelqu'un d'autre. Ce matin, on a kidnappé un petit jeune. Oui, devant le tribunal même. Le tribunal de Abban. Oui. Donc, ils ne viennent pas me dire qu'il y a des procédures. Ce pays, sous la gouverne de cette dictature, c'est quelque chose, c'est kafkaïen. Kafka devrait retourner à la maternelle pour apprendre les prémices de l'absurdité. Ils l'ont dépassé. Parce que la vérité dépasse souvent la fiction avec ces gens-là. Ils sont en train de se défendre, de sacraliser tout, de nous tracer des lignes rouges et de faire en sorte que les Algériens ne s'expriment pas. Nous ne sommes pas
la propriété de ces gens-là. Nous ne travaillons pas chez eux. Le peuple a le droit de s'exprimer comme il veut, de choisir ses représentants comme il veut, de faire ce qu'il veut dans le cadre d'une loi qui protège et qui réprime tout le monde de la même manière. Ce monsieur-là, il est ministre dans son bureau. Quand il sort dans la rue, il devient citoyen comme tout le monde. Normalement, il est soumis oui. aux mêmes lois que le citoyen algérien lambda. À ce moment-là, on peut commencer à discuter. Maintenant qu'ils viennent nous imposer leur manière de voir, de faire, ça ne marche plus. L'Algérie de l'après 22 février n'est plus celle du 21 février. Le monde a changé, nous on a changé, nos jeunes ont changé. Les revendications des Algériens sont très claires, contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les Algériens savent. Ils veulent être libres, ils veulent être indépendants. Ils crient haut et fort indépendance. Ça veut dire qu'ils se sentent colonisés. Gaïd Salah en personne disait que nous étions sous une colonisation. Il était le bras armé de cette colonisation. Comment se fait-il qu'il la dénonce aujourd'hui? C'est lui qui a protégé ses colons, c'est lui qui a protégé cette Aïe Saba, et c'est lui qui continue encore à les protéger, à les reproduire, à vouloir régénérer le système avec des cadavres, même s'ils n'arrivent plus à recruter. Ils vont dans leur placard à squelette et ils nous sortent des cadavres, comme les 5 candidats à la future élection. Et donc, il ne faut pas qu'ils prennent les gens pour ce qu'ils ne sont pas. C'est des gens qui sont en décalage terrible par rapport à la réalité et par rapport aux vérités qu'est en train de revendiquer ce peuple-là. Il faudrait qu'ils ouvrent les yeux. Mais moi, je n'ai aucun espoir. Le seul espoir que j'ai, c'est que nous allons nous libérer nous-mêmes de cette Saba, de cette dictature, en restant mobilisés, en ne cédant pas un pouce sur nos droits. Parce que si on fait une révolution à moitié chemin, c'est comme si nous étions en train de creuser nous-mêmes notre temple. Le peuple algérien a de l'espoir, il a des aptitudes, il a des armes atomiques entre ses mains qui sont la silmia. C'est avec ça qu'il a détruit cette dictature. Pour la première fois depuis 1962, nous sommes sortis du cycle de violence. Nous avons neutralisé des gens dont le métier est de frapper, de tabasser et de tuer. Pour une fois qu'ils n'ont pas pu utiliser la seule arme qu'ils savent utiliser, parce que nous avions été pacifiques, ils n'ont absolument aucun droit de nous brutaliser, de nous violenter, de nous agresser, de nous blesser, de nous tuer. Le monde entier est en train de regarder. Ils ne peuvent pas. Maintenant, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils viennent à table, négocier un transfert de pouvoir Oui. Le peuple est le propriétaire de ce pays. Ils sont en train de nous saigner, ces gens-là. Ils n'ont fait que ça. Ils veulent continuer, ça ne marche plus. Si ma génération, et peut-être celle qui est un peu plus jeune, a échoué pour libérer ce pays-là, ces jeunes-là sont une bénédiction du ciel. C'est un miracle, les filles, les jeunes qui, avec des chansons, avec de l'art, avec le pacifisme, ont déboulonné une dictature. Je vous assure d'une chose, contrairement à ce que disent de mauvaises voix, nous sommes sur la très bonne voie. Cette révolution va aboutir, parce que le fardeau de la preuve est sur leurs épaules, la pression est sur leurs épaules. La date du 12 décembre ne représente rien pour nous. Ce n'est pas une date fatidique, parce que le 13, nous allons mourir. La révolution va continuer, parce que la révolution, ce n'est pas de l'arithmétique, et ce n'est pas quelque chose de mal. C'est un état d'esprit, c'est une flamme. On a voulu tuer l'âme des Algériens depuis 1962. Cette âme a ressuscité. Il y a un esprit de la révolution. Exactement, oui, monsieur. Aujourd'hui, où ils ont affaire à une région, à un groupe, à un quartier, etc. Ils ont affaire à un peuple. Et ce peuple-là, à l'unisson, est en train de dire basta, barakat, il n'y a rien à faire. Vous allez partir et ils partiront. Restez avec nous, Adel Djebbar. Maître Achour Bakouri. Oui. On doit passer à un autre sujet, mais bon, on va beaucoup lire déjà. D'accord. D'abord, je voudrais juste rappeler à notre ami Karim Naït Slimane que nous, on dénonce le fait qu'il n'y ait pas une justice indépendante en Algérie. Absolument, oui. On dénonce ces arrestations. Je l'ai bien dit, j'ai dit que ce garde des Sceaux, avant de sacraliser les institutions, il faut d'abord qu'on sacralise la séparation des pouvoirs.
Très bien. C'est-à-dire, je suis en train de dire que ce État de monsieur droit, oui. est en train de jouer un rôle politique. On lui a donné une mission, il est ministre, il fait partie d'un gouvernement, donc d'un projet politique. Rejeté par le peuple. Rejeté par le peuple, lui, il défend son projet. C'est juste que je ne suis pas d'accord avec vous avec la manière de le dire. De traiter les gens de menteurs ou de mounafir, ça, ce n'est pas vraiment pacifique. C'est-à-dire, eux, ils insultent le peuple. Ils nous traitent de tous les noms. Nous, on doit s'élever par rapport à eux et on ne va pas rentrer dans leur jeu. Parce qu'est-ce qu'a Karim Neit Slimane, si quand tu rentres en Algérie, ou bien je ne sais pas ailleurs, c'est pas on va te mettre en prison, mais on va ramener ces paroles, traiter quelqu'un de menteur, même si ce n'est pas un ministre, ça reste, c'est pas un jeu à armes égales. Ils vont ramener tout le peuple algérien dans ce cas, parce que tout le peuple est en train de créer. Il y a le Gaïd, il y a le Khaïn. Oui, le peuple. De provoquer le peuple. Mais même en France, aujourd'hui, sur le plateau TF1 en France, vous traitez Macron de menteur, demain vous vous retrouvez devant le juge d'instruction de tribunal. On va vous ramener des dossiers. Alors ça, c'est une réalité. Moi, j'essaie de vous dire, pour être militant, il faut être intelligent. Je peux dire que Zarmati ne contrôle rien du tout. Il est là à obéir à des ordres politiques. Bon, on va prendre ça pour conseil. Merci. Continue. C'est-à-dire que je vous le dis, Zarmati ne contrôle rien du tout. Il est là pour accomplir une mission. Les gendarmes d'Oran, ce n'est pas Zarmati qui a fait appel à eux. Vous voulez savoir? C'est le procureur général d'Oran qui a appelé le chef de groupement de la gendarmerie d'Oran d'intervenir contre les magistrats. Il y a un seul. Pourquoi c'est la gendarmerie, pas la police? Ça, il faut le demander au procureur général d'Oran. Il y a un seul. Zarmati, mais je vais vous le dire. Vous dites en tant que écoutez, Zarmati, si on revient aux choses, Zarmati, demain, devant n'importe quel tribunal international, il va vous dire, moi, je suis ministre de la Justice. Je ne donne pas des ordres à un procureur général. Quand on vous donne un ordre qui est contraire à la loi, vous ne l'appliquez pas ou bien vous démissionnez. Donc le seul responsable, c'est celui qui a pris le téléphone. C'est bien lui qui a appelé le commandant de groupement d'Oran. Ça, c'est le procureur général. Donc c'est que j'essaie de vous dire. Et il y a des gens, dans des procès, on leur dit pourquoi vous avez accepté. Ils disent c'est un ordre. Vous n'êtes pas obligé d'exécuter les ordres. Vous démissionnez. Donc c'est ça. Il faut se battre contre eux. Parce que ces gens-là. Peut-être le minimum, justement, qu'il devrait faire Zarmati, c'est de faire une conférence de presse et de dire qu'on va tirer quand même cette affaire au clair. Il faut une enquête. Il faut quand même. On n'a pas vu tout ça. Les premiers qui doivent le demander, ce n'est pas Zarmati, c'est les magistrats. C'est les magistrats qui ont été tabassés à Oran. C'est eux qui doivent demander une conférence de presse. C'est vrai, nous, en tant que peuple, on doit le demander en tant que militants. Mais le problème, il revient finalement à qui? C'est qui doit se plaindre? C'est ces magistrats. Ces magistrats ont dit, nous, on continue notre grève jusqu'au départ de Zarmati. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Pas de négociation jusqu'au départ de Zarmati. Zarmati n'est pas parti. La grève a été arrêtée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là, tout de suite, là? Parce qu'il y a les juges ont cédé. Nous, on fait quoi? Vous faites une mauvaise lecture de la situation. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous sommes dans une situation exceptionnelle oui. De révolution. Révolutionnaire, mais pacifique. Oui. Donc, déjà, il faut savoir que pour moi, Zarmati n'est pas mon ministre de la Justice. Oui. Il n'est pas légitime. Oui. Je ne le reconnais pas comme ministre déjà. En plus, pourquoi ce n'est pas à lui de démissionner, justement? Il a vu ça. Pourquoi il ne démissionne puisqu'il ne peut rien faire? Zarmati, la Constitution. Il est là pour une mission. Zarmati, il a une feuille de route. Et bien justement, nous, notre rôle, c'est ce que Karim est en train de dire. Et quand je dis c'est un imposteur, ça fait partie de la dénonciation parce que j'explique le cas. Absolument, oui. Son cas. Non, vous n'êtes pas. Il est contre d'insulter ou de nommer un ministre de cette façon. Écoutez, vous n'êtes pas arbitre de la situation. Vous êtes libre, vous, d'avoir votre propre langage. Mais vous ne devriez pas outrepasser votre droit pour arriver à ma liberté. Je suis en train de dire, comme vous avez traité ce monsieur
d'imposteur ou de munafaq en public, dans un plateau télé. Je suis en train d'utiliser mon droit de vous dire aussi publiquement que je ne cautionne pas votre manière de le dire. C'est tout. C'est étrange que vous venez sur un C'est plateau ça, pour c'est défendre tout. Bah, écoutez, Je suis un Zarmati a des opposant. gens pour les Écoutez, je suis un défendre. opposant à ce régime. Oui. Je suis un opposant. Je dénonce tous les On est abus. sorti du sujet, Je dénonce franchement. tous les abus. Mais par contre, j'aime bien qu'il y ait un truc, un minimum, un respect de langage. C'est tout. C'est tout. C'est juste pour ça. Ce que j'ai dit, vous Ouais. aimez bien le respect du langage, ce que j'ai dit n'est pas grossier, monsieur. Ok. Ce que j'ai dit n'est pas grossier. Et quand vous êtes dans un débat, vous devriez respecter. On est sur un plateau les télévisé, autres. c'est pas grave. Nous avons le droit de Je dire. suis en train de respecter. Je suis en train de vous dire, Non, je non, ne cautionne vous êtes pas en train votre de manière de dire. C'est-à-dire quand Déjà, je ne vous ai pas demandé je votre respecte. avis pour le cautionner ou pas. Oui. Et après, vous m'avez donné un conseil. Je vous ai expliqué que pour moi, je fais mon rôle d'expliquer une situation. Je lui donne les mots que je veux. Et je vous dis aussi que pour moi, Zarmati n'est pas légitime. Il a remplacé l'ancien ministre de la Justice, qui lui-même déjà n'était pas légitime. Il l'a remplacé d'une manière anticonstitutionnelle. Ça, on le sait. Hein? Ça, on En le tout sait. cas, pour Karim, moi, Karim, il faut ça, qu'on passe, il faut qu'on passe, il faut qu'on passe, il faut qu'on avance. Commenter ce que je dis à chaque fois, ça peut pas Il faut marcher. qu'on avance Ça, un on petit le peu. dit. Juste, je rappelle juste que les Algériens disent, donc, utilisent les mêmes mots pour qualifier Zarmati, hein, Gaïd Salah et tout le monde. Et tous ces ministres et ce gouvernement Ouais. qui est. Il y en a qui sont arrêtés même parce qu'ils disent, comme Yasmine, Houda Yasmine, elle est arrêtée parce qu'elle a dit on harib el façade. Oui. Donc aujourd'hui, quand ils veulent arrêter quelqu'un, même si tu insultes ou pas, ils vont te trouver quelque chose pour t'arrêter. Lui, Il y a toujours des motifs. Oui. Lui, ce qu'il a fait, c'est juste, il a exprimé sa déception du discours de Et j'ai Zarmati. donné un exemple. Non, c'est surtout J'ai donné un exemple. Oui, c'est surtout il qu'on l'a va pas- traité comme ça. Il l'a traité comme ça. C'est pas Personne grave. n'a On dit passe que à- C'est surtout qu'on ne va pas s'arrêter sur Voilà, ça. on Mounafir, va pas passer à Mounafir. autre chose. On va Il y a- passer il y a- à autre chose. Mounafir, Voilà. pas Mounafir. En tout cas, je suis sûr que tout le peuple algérien dit la même chose que ce ministre de l'injustice et Mounafir. Mais bon, on va regarder cette vidéo d'un autre ministre des Affaires religieuses et on revient. الخطاب الديني ينسجم مع انشغالات المواطن اليومية، فهو يساهم في حل مشاكل الحي، في حل مشاكل الأسر التي تؤم هذا المسجد والشارع والمدينة، وكذلك يساهم بدون شك في حل أزمات ومشاكل الوطن، كما يتفاعل للحديث وإن لم يكن حديثا صحيحا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الإمام والخطاب المسجدي والخطاب الديني داخل مؤسساتنا الدينية في بلادنا ينسجم مع قضايا العصر، ولذلك اخترنا الموضوع يعني ترسيخ ومبادئ الثوابت الوطنية من خلال بيان نوفمبر في المؤسسات الدينية، لأن الجزائر تحتاج إلى هذا النوع من أنواع الخطاب في هذه الفرصة، في هذه المرحلة العسيرة، في هذه المناسبات التي يحاول بعضنا أن يشكك في قدرات هذه الأمة للخروج من أزمتها. نحن نقول بأن الإمام يقوم بعمل إيجابي ولا يحتاج أصلا إلى تعليم من عند الوزير كي يقوم به. هذا من صميم رسالته التي تدعو إلى البناء، تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى المشاركة في كل ما هو خير. Alors, ce ministre qui refuse donc de séparer le discours religieux du discours nationaliste, c'est exactement ça. Hein. Il appelle les imams. Il vient de dire que les imams ne reçoivent aucun ordre du ministre, mais il est en train de leur donner un ordre via une conférence de presse. Il recommande, une recommandation d'un ministre en Algérie est un ordre. Et il recommande aux imams de parler politique, parce que l'Algérie, quand on dit l'Algérie, ce gouvernement a besoin d'eux pour faire passer un message, c'est le 12 décembre. Et donc, c'est tout à fait normal. Les imams, jusqu'au mois de mars, ils voulaient faire passer le 5e mandat. Ah oui. À Tarf, je crois, et à Béjaïa, beaucoup de gens ont quitté la mosquée en pleine prière du vendredi. Donc là, ils sont en train de se recycler, de faire une contre-attaque. Le ministre de la Justice, d'un côté, il élargit les prérogatives de la police, des renseignements. Oui. De l'autre, les affaires religieuses, ils disent un imam, c'est un fonctionnaire. Il est régi par comment dire, le statut de la fonction publique. Il est régi par la loi de la fonction publique. Oui, donc, mais il y a une éthique dans la pratique. Il y a une éthique. Ils disent qu'il ne faut pas parler politique. Mais là, c'est un gouvernement, il y a une éthique. Mais quelle éthique en réalité?
Que reste-t-il de l'éthique en Algérie? Maintenant, il y a un pouvoir réel, c'est le pouvoir militaire, qui essaye de donner par-ci, par-là, des vitrines pour dire que non, c'est un pouvoir politique civil, donc via des imams, via des ministres, donc c'est tout à fait normal leur réaction. Katia Menasria, sur ce sujet, donc... Moi, je vois que c'est l'exploitation de la religion pour des intérêts politiques. Oui. Et ça, on le connaît depuis l'indépendance. On sait que l'Algérien, il est très attaché à sa religion. Donc, pour trouver un moyen de l'exprimer, surtout les gens qui vont aller faire la prière, il aime entendre le khutba sur le Dieu, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas sur Zermati, El Gaïd et quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne peut même pas séparer la religion de cet État. Quand on demande une séparation de la religion de la politique, c'est pas qu'on est contre la religion, mais c'est juste la religion, elle reste, c'est une relation entre une personne et un Dieu, et basta. On peut pas rendre là, ils sont en train de demander, en fait, de rendre l'État, ou là, l'État actuel, le gouvernement actuel, autant qu'un Dieu, qu'on doit parler sur eux dans une mosquée. Et ça, c'est de l'exploitation de la religion qui est tout à fait ridicule, à mon avis. Karim Naitou Slimane, si on remonte un peu dans le temps, ce même pouvoir, ces mêmes gens, cette même junte interdisait même la prière justement dans des mosquées parce que, et se disait, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, que voilà, il y a des gens qui font de la politique dans les mosquées. Aujourd'hui, on donne l'ordre à ces mosquées de prêcher justement. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est quand on conjugue, c'est pour ça que nous on parle d'un gouvernement colonial avec une nouvelle forme, c'est-à-dire soft colonialisme, le colonialisme doux. Hein. Pourquoi? Parce que les propos de ce ministre de la Justice, conjugués avec les paroles de Zermati, ça me rappelle le titre du livre de Del Mouloud l'opium et le bâton. Oui. C'est-à-dire, d'un côté, on met en place une police politique pour réprimer les gens, et d'un autre côté, on met en place aussi une police des consciences. C'est-à-dire, on veut contrôler les consciences des gens, on leur dit ce à quoi ils doivent croire, comment ils doivent se comporter à l'intérieur, et puis comment ils doivent aussi exercer sa citoyenneté. Et si on n'obéit pas à ça, on a des commissaires des consciences qui vont vous rappeler à l'ordre, et d'un autre côté, on a des commissaires politiques qui vont pas hésiter à faire bouger le bâton contre vous. Donc c'est une situation absurde dans laquelle est-ce qu'on risque de voir même ces forces sécuritaires dans les mosquées pour contrôler ces imams? Ah oui, absolument, ça va de pair. Vous savez, on est en train de mettre en place quelque chose que les gens... On est en train d'entrer dans un système orwellien. C'est-à-dire, les gens ont cru qu'à un certain moment, ça ne serait pas possible. Et finalement, en Algérie, on est en train d'aller vers une dictature totalitaire, absolument comme l'a décrite Orwell, parce que on parle même du langage, même on veut inventer une nouvelle langue, on veut imposer une nouvelle langue pour les Algériens. Oui. Par exemple, quand on parle maintenant, il faut dire Novombaria Bedissia. On ne peut pas parler de Somamia, par exemple. On dit, on change aussi, on modifie l'histoire. On a des grands moudjahidines qui sont en prison, on a des anciens harka et traîtres qui ont des hautes fonctions. Donc, on va dans un système dans lequel les institutions de l'État, tout l'appareil de l'État est détourné au profit d'une dictature qui est en train de se mettre en place. On est en train, en fait, de demander une démocratie, un changement vers la démocratie, alors que eux, tout ce qu'ils font, c'est tout le contraire. En fait, c'est la dictature extrême. Oui. C'est la dictature extrême. Le totalitarisme, oui. Il n'y a pas un grand changement en 9 mois par rapport à la manière d'agir de ce pouvoir. Il n'y a pas un changement du côté du régime, vous voulez dire? Du régime. Oui, on est d'accord. Au mois de février, au mois de mars, c'est les imams qui ont appelé au 5e mandat. Oui. Donc, et les zaouïas aussi. Mais c'est le ridicule, c'est qu'ils pensent, même avec ce discours, ils pensent que ça va marcher. Ça ne va plus marcher. Le peuple n'est pas... D'où notre titre d'aujourd'hui, un peuple à l'heure du futur. Exactement, eux, ils sont dans le passé. Adel Djbar. Belmehdi, donc, ce ministre qui invite les imams à participer activement à l'orientation de la société et à la pousser à avancer dans le processus de construction des institutions de l'État, comme il le dit. Bon, la tautologie bavarde de Jean-Jacques, je la connais. Donc, je ne m'étalerai pas fort longtemps. Ça prend 10 secondes pour ne pas répondre à ce monsieur-là. Moi, je viens d'avoir sur mon téléscripteur une information qui vient de tomber concernant nos enfants, nos amis, nos frères, nos militants.
qui ont été présentés ce matin à la Cour de l'injustice de Ben Ardan, il semblerait que le procureur de leur république vient de proposer 2 ans ferme pour la jeune demoiselle qui s'appelle Samira Missoussi. Oui, 2 ans de prison, oui. Avec elle. De quelle justice parle ce monsieur-là? Ça, c'est le procureur. De quelle justice parle-t-il? On est en train d'obéir encore à une injonction d'un téléphone émis à partir d'une caserne pour dire allez-y, cassez, allez jusqu'au bout. Maintenant, pour revenir à ce ministre du culte, je vais vous dire une chose, je vais vous faire rigoler, je vais faire rigoler des Algériens. Wallah, tout de suite, il est en train de s'adresser à des gladiateurs qui ont occupé des mosquées, on appelle ça les imams CCP, qui obéissent au doigt et à l'œil. Dieu n'a pas besoin de représentants et d'agents immobiliers sur cette terre. La relation transcendale et verticale avec le Créateur est une relation personnelle. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui vient s'interposer comme médiateur entre nous et notre Créateur. Les Algériens sont musulmans. Ils ne sont pas musulmans depuis hier ou avant-hier, à cause de nouveaux prophètes qui ont débarqué. Ils sont musulmans depuis 14 siècles. Ce monsieur-là n'a pas de leçon à nous donner. S'il parle d'un peuple, tout ce peuple-là est en train de lui dire « Nous ne te reconnaissons pas ». Monsieur Adel Jabbar, et pourtant, c'est ce qu'il fait quand il dit avancer dans le processus. Il veut dire soutenir les élections de Gaïd Salah. Et si les imams refusent l'appel à Nantao? Mais il est en train d'avancer dans son propre processus, qui est à contre-pied du processus de l'immense majorité du peuple qui est en train d'occuper la rue, de crier à tue-tête depuis 9 mois, dégagez, partez. Parce qu'ils ont été élevés dans le mensonge. Ils n'ont pratiqué que le mensonge. Quelqu'un qui vous ment pendant 57 ans et qui vient mettre la main sur le Coran et l'autre sur le cœur pour vous jurer qu'il arrêtera de mentir. Il ne s'arrêtera jamais. Il est dans sa nature. Il ne peut pas. Les Algériens, ils ne les croient pas. On préfère aller en enfer. Parce que c'est des gens qui ont manqué de crédibilité. Vous savez ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris que le Moufdi Zakaria de la dictature, qui va faire la campagne électorale, n'est entre autres que le chanteur Mazouni, qui nous chantait etc. Donc c'est lui qui va composer l'hymne de la liberté pour la dictature. C'est des gens qui sont finis, c'est de la schizophrénie qui s'est emparée de ces gens-là. J'ai pas besoin de toi pour aller faire des prières. Je n'ai pas besoin de tes recommandations. J'ai même vu une vidéo d'un imam qui sortait quelque chose d'inimaginable. قال لهم كاين واحد شاف رؤيا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد المدينه ومكه ما هي البلد المقدسه يا رسول الله؟ قال لهم الجزائر. Il a répété ça 3 fois. Donc c'est des gens à enfermer en psychiatrie. Ces gens-là ont transformé l'Algérie sur l'hôpital François avec un drapeau. C'est un asile de fous. Ces gens sont dangereux pour le pays, ils sont dangereux pour le peuple, ils sont dangereux pour tout le monde. Il faudrait qu'ils soient arrêtés, démis de leurs fonctions et renvoyés chez eux, même s'il n'y a pas de poursuite. C'est ce que demande le peuple algérien justement depuis 9 mois. Définitivement. Oui. Définitivement. C'est tout ce que nous demandons. Ces gens sont dangereux pour le pays. Ils ont ruiné ce pays. Ils continuent encore à le ruiner davantage. Adel Jabbar, restez avec nous. Il faut qu'on avance un petit peu. Restez avec nous, excusez-moi. On arrive quand même, je pense, à la fin de l'émission. Mettre un dernier sujet, c'est les étudiants. Donc demain, c'est mardi 38. Chaque mardi, les étudiants par milliers, par des centaines de milliers, justement, qui sortent dans la rue à Alger, un peu partout, pour scander les mêmes slogans du vendredi. Oui, c'est la chance aussi de cette révolution. Cette révolution du peuple a la chance finalement d'avoir à ses côtés ces étudiants, les étudiants
représente le futur, l'avenir de l'Algérie. C'est cette nouvelle génération. En réalité, chaque vendredi, c'est pour un bon futur des mardis, si on peut le dire. Oui. Parce que le vendredi... Et vice-versa. C'est exactement. Et le mardi, c'est pour le présent du vendredi. Oui. Parce que c'est la jeune génération qui marche le mardi et toutes les générations qui marchent le vendredi. Et aucune révolution n'a abouti à une véritable démocratie sans l'aide de ces étudiants. Donc moi, je pense qu'au-delà de ces discours du ministre de la Justice ou du ministre des Affaires religieuses, ce peuple, il y a une conscience, une intelligence collective qui nous permet finalement d'aller au-delà de ces obstacles politiques qui essaient de nous mettre ce régime. Voilà. Karim Nait Slimane, donc au-delà de tous ces ministres, de cette junte militaire, de ces clowns ministériels, il y a un peuple qui est en train de tracer sa révolution. Absolument, il y a l'Algérie, c'est ça l'Algérie, c'est le peuple du Hirak, le peuple qui est dans la rue. Et les étudiants font partie justement du carburant de cette révolution. Et je crois que maintenant, plus que jamais, il faut sortir, soutenir le mardi des étudiants. Il faut sortir massivement dans la rue parce qu'il y a certaines voix pessimistes qui se lèvent par-ci, par-là et qui, peut-être, ils ont eu certains doutes sur l'avenir du Hirak. Et je leur dirais qu'au contraire, le Hirak est en train de gagner. Vous savez, c'est quoi? On dit la plus grande astuce du diable, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Notre système nous a fait croire qu'il n'existait pas depuis 1962 et que nous avions un État civil. Et comment expliquez-vous le blackout, surtout à l'échelle internationale, de tout ce qui se passe justement, et le mardi, et vendredi, et les avocats, et les détenus? Écoutez, aucun article dans les médias. C'est quoi tout ça? Ils ne peuvent pas, tout le monde ne soutient pas le peuple algérien parce qu'ils ont compris que quand l'Algérie se lèvera, quand on aura un véritable État populaire, l'Algérie va l'équilibre dans le bassin méditerranéen régional et je dirais même mondial parce qu'il y a de très grands projets desquels on ne parle pas. Vous savez, il y a la dorsale qui traverse toute l'Algérie pour aller vers l'Afrique. Il y a même les chemins des importations parce que ça pourrait passer par la Méditerranée, non pas faire le tour. Il y a de grands projets. Il y a alors justement, Karim, tout ça, la condition c'est que ces colonisateurs nouveaux de l'Algérie doivent partir. Et comme ce sont les larbins qui sont au service, ils font de la sous-traitance aux grandes puissances mondiales, c'est pour cela que personne ne soutient les Algériens. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que les Algériens ont compris l'enjeu et regardez la mobilisation magnifique des étudiants. C'est pour cela que le Hirak vaincra. Il faut juste rester mobilisé dans la rue et surtout pacifiquement. Pacifiquement. Et c'est pour ça, Karim, que l'ancien ambassadeur des États-Unis en Algérie, David Pearce, a tweeté aujourd'hui. Je ne sais pas, Yachabab, si on peut voir le tweet. Voilà, il est là. Donc il dit les protestations en Algérie sont importantes, disciplinées, persistantes, non violentes, 38 semaines, incompréhensibles qu'elles ne reçoivent presque aucune attention dans les médias internationaux. Plus grand pays en Afrique, second plus populeux dans le monde arabe, la taille du tiers oriental des États-Unis, l'Algérie importe. Absolument, absolument. Et donc voilà, eux, ils font une lecture. Et je pense que l'opinion, d'ailleurs, il y a aussi une information, c'est qu'hier, le parti vert européen en Finlande a officiellement soutenu le Hirak algérien. Et il y a même des échos qu'il paraîtrait qu'en France, les positions sont en train de changer et qu'on se dirige... Après le dernier meeting, peut-être, de solidarité? Absolument, oui. Donc ça commence, parce qu'il y a toute la gauche, l'extrême gauche française qui commence à bouger, c'est très Katia, bien. sur le même sujet. Et ça va, je pense que le Hirak va Katia, gagner. donc demain, c'est mardi, et l'appui ou le soutien international? Moi, j'encourage les étudiants, comme il a dit, c'est le carburant de cette révolution. Oui. Moi, je leur demande de sortir massivement et de rester dans le terrain et surtout ne pas temporiser la révolution en 12-12-2019. C'est que ça ne concerne pas le peuple, cette date? Non, pour moi, quoi qu'il arrive, c'est que si ces élections vont passer malgré la volonté du peuple ou ça ne passe pas, ça, on ne va pas tenir en compte. On doit continuer jusqu'au bout. On doit rester et ne pas lâcher et on doit rester surtout pacifique. Et pour l'opinion internationale, aujourd'hui, il soutient peut-être le système, peut-être qu'il ne regarde pas vraiment ce qui se passe
en Algérie. Moi, je vois que c'est bientôt les élections municipales en France et je vois plein de personnes qui parlent, qui commencent à parler de ce qui se passe en Algérie. Donc ça, c'est vraiment un poids positif pour la révolution. On doit prendre en compte ça et on ne doit pas lâcher et aller jusqu'au bout. Adel Djebbar, sur la même question, donc mardi des étudiants demain et ce soutien international. On voit l'ancien ambassadeur donc, des États-Unis en Algérie qui se pose la question pourquoi les médias ne parlent pas de l'Algérie? Pour commencer, moi je dirais que les étudiants ne sont pas le carburant de la révolution, ils sont le kérosène de la révolution. Ces jeunes-là, ces fantastiques jeunes qu'on nous présentait comme des dépravés, l'université ne forme plus. L'université, malgré toutes les attaques pernicieuses de démolition qui ont été faites par le ministère de l'Enseignement supérieur, a quand même sorti des jeunes. Je vois le niveau de conscience politique extraordinaire. Moi, cette génération-là qui m'éblouit, me rappelle celle de 54. L'Algérie a produit la plus belle révolution du XXe siècle qui a emmené la décolonisation de l'Afrique et des pays colonisés de l'époque. Notre nouvelle révolution du 22 février est en train d'éblouir le monde, de par son originalité, son pacifique, sa beauté, sa musique, son art, etc. Donc c'est une révolution qui, je suis définitivement certain, sera enseignée dans les départements de sciences politiques des plus grandes universités du monde. Aujourd'hui, il y a des chercheurs en sociologie politique qui sont en train d'étudier le cas algérien. Les gens soutiennent ou ne soutiennent pas, ça ne change rien à nos revendications. Il y a 4 ou 5 jours, le président des États-Unis a été interrogé sur la position du gouvernement américain relativement à la crise libanaise, irakienne et algérienne. Vous savez quelle a été sa réponse? Il leur a dit « Notre position est claire. Nous sommes avec les gouvernants. » Pourquoi? Parce que c'est là où se trouvent nos intérêts. Donc, les intérêts des États-Unis et des puissances occidentales sont clairs. Tant et aussi longtemps que les dictatures sont là pour s'agenouiller et offrir nos richesses, nos sous-sols, nos minéraux, nos biens et notre pétrole, ça continuera tout le temps. Mais il faudrait que le peuple, et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous le savons, il n'y a pas de blackout médiatique, on s'en fout de ce que peuvent écrire les journaux ou des blackouts qui sont imposés par les télévisions occidentales ou algériennes. Oui. Même. Nous avons d'autres moyens. Il y a une information alternative. Je suis à 9 000 km, je parle avec vous et les Algériens sont en train de me regarder en Inde et en Algérie. Donc le blackout et les peurs et les cloisonnements relèvent du passé. Si ces gens-là ont préféré rester, comme le disait si bien Karim, dans les visions orwelliennes du contrôle et de la punition et de la peur, je dis aux Algériens, n'ayez pas peur, parce que si vous avez peur, ça ne reculera pas. Le risque qui se présente pour nous, et le risque, c'est de sombrer dans une dictature des plus horribles. Donc, n'ayons pas peur, affrontons ce risque-là de façon toujours pacifique. J'insiste particulièrement pour ne pas retomber dans le piège dans lequel ils nous ont entraînés en 88, 92, 2001, 2006, etc. Et le peuple algérien a très bien compris cela, M. Adel Djebbar, et on l'a vu scander le vendredi dernier d'ailleurs, Exactement. Ça ne se reproduira plus jamais. Vous savez, on vient d'organiser une embuscade. Je suis sûr et certain que la signature est connue parce que nous avons déjà vécu ça. Qu'ont dit les Algériens? Les Algériens de la rue. C'est-à-dire qu'ils ont compris à qui ils ont affaire. C'est des meurtriers, ces gens-là. Ce qui les intéresse, c'est leur privilège et sauver leur peau. Ce qui est affreux et terrible dans leur comportement et dans leur attitude criminelle. Merci Adel Djebbar. Je termine, c'est de la gériatrie. Ils ont 80 ans et ils sont là, ils s'accrochent éperdument à un pouvoir, alors que 75% de la population algérienne est jeune. Elle a moins de 30 ans, elle aspire à vivre en paix et en toute liberté, en toute indépendance chez elle. Il faudrait qu'on puisse arriver à ça. Merci, M. Adel Djebbar. Une prochaine fois, Inch'Allah. Karim, vous voulez rajouter quelque chose? Juste une petite info, c'est que je fais un appel pour... on organise
un rassemblement de contestation jeudi prochain hein, à 16h au 6 rue Ménard devant le siège de Facebook. Et c'est à Paris hein, dans le 2e arrondissement, 6 rue Ménard, à 16h. Et c'est qui organise? Quand vous dites on, c'est qui? C'est des collectifs et puis des activistes. Et c'est une action mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mondial, c'est qu'au même moment, il y aura la même chose à Londres, à New York, en Belgique. Et donc, pour dénoncer justement les agissements de Facebook qui est en train de faire quand même, de fermer les pages des militants, des activistes. Oui. Voilà. Donc, ceux qui peuvent venir, ça serait très bien. Merci Kalimatou Slimane, merci Maître Bakouri. J'aimerais juste saluer mes conseillers, mes confrères qui sont au niveau du tribunal Sidi Mohamed. Actuellement, qui sont volontaires pour défendre ces détenus. Ils sont là-bas depuis 9h du matin. Donc il y a plus de 100 confrères et consoeurs qui sont en train de se relier leur mission. Donc parmi les confrères et consoeurs, il y a 4 bâtonniers, il faut le souligner. Oui. Il y a le bâtonnier de Béjaïa. Il y a le bâtonnier de Tizi Ouzou, le bâtonnier de Moumerdes et le bâtonnier de Blida. Donc, sur les 21 bâtonniers qu'il y a en Algérie, seulement 4 se sont portés volontaires pour défendre ces 42 détenus. Voilà. Excellente information. Merci, Maître Amirouche Bakouri. Merci, Katia. Je vais rajouter une phrase de ce qu'il a dit, M. Djebbar. Hier, j'ai rencontré un prof moi, à l'université et il m'a dit une phrase. Il m'a dit que moi, je suis fière de 2 générations. La génération de 54 qui a fait la guerre et la génération d'aujourd'hui. Donc, on doit être fier de ce qu'on fait et on ne doit surtout pas lâcher. Sans oublier la génération 80. Merci à tout le monde. Merci à M. Adel Djebbar. Merci. Cette émission arrive à sa fin. Merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum. سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الرايه البيضاء بالخضر نجمه وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابه تضحى خسره خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعه في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الاعمار شرطة خوتنا الحضرة اللي بيفهم بالإشارة والباطل ما عليه نور والباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حالي دوم يا